Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Notre enquête se déroule à Kingston, en Ontario, une ville historique qui compte un peu plus de 150 000 habitants. La ville, située à la confluence du lac Ontario, du fleuve Saint-Laurent et du canal Rideau, fut un lieu stratégique pour la navigation maritime au pays. Le dimanche 10 août 1997, la police de Kingston est informée de la disparition d'une femme de 48 ans nommée Utah Weber. Elle n'a pas été vue depuis qu'elle a quitté son travail chez Walmart vers 22 heures. Il y a de cela 3 jours. Le lendemain, Brady Marks se présente au poste de police de Kingston. Elle est la propriétaire du logement de Utah Weber. Elle est aussi venue signaler sa disparition. Le détective Mike Campbell recueille le témoignage de Mme Marks, qui s'est liée d'amitié avec la disparue. Brady opère une pâtisserie dans un local situé à l'arrière de sa maison, d'où elle voit l'appartement de Utah. Elle était inquiète, car les stores étaient fermés chez Utah. Elle ne pouvait voir dans l'appartement. Et lorsque Utah était chez elle, sa GMC Jimmy était toujours garée dans l'entrée. Et puis, elle n'avait pas vu Utah. Utah et Brady se parlaient presque tous les jours. Son véhicule n'était pas dans l'entrée. Et Utah informait toujours Brady si elle partait en voyage ou si elle allait s'absenter. Mais là, rien, et ce n'était pas normal. Brady est allé frapper chez Utah et c'est Jim Wall qui a répondu. Il a dit avoir dormi sur le divan et ne pas savoir où était Utah. Ses réponses étaient très évasives et il n'a fourni aucune explication quant à son départ ou à son retour. Jim Wall est le copain de Utah et habite avec elle dans l'appartement. Elle avait confié à Brady que sa relation avec Wall s'était détériorée récemment et qu'elle lui avait donné jusqu'au 15 août pour se trouver un autre logement et déménager. J'ai vérifié les fichiers de la police et j'ai découvert que Jim Wall avait un dossier, qu'il avait été en prison et, évidemment, je n'ai pas à vous dire que cela a allumé plein de lumières rouges sur le champ. Il avait des antécédents criminels. En fait, il avait été condamné pour meurtre au second degré en 1983 et était en liberté conditionnelle. Cela a éveillé des soupçons. Il passait de personne d'intérêt à suspect par rapport à sa disparition. Puisque cette disparition pourrait être un cas d'homicide, la police de Kingston rencontre la police provinciale de l'Ontario, la PPO, afin de joindre leurs efforts. Pat Finnegan, un détective de la PPO, est assigné à l'enquête. Il travaillait chez Walmart et faisait aussi du taxi. C'est le genre de personne qui passe inaperçu, effacé, sans prétention, maladroit, badin. Il n'a vraiment pas le physique de l'emploi. Si vous le croisez dans la rue, vous ne vous dites pas « Ah, cet homme est un meurtrier, un assassin ». C'est écrit sur son visage. Le détective Mike Campbell fait venir Jim Wall au poste de police pour recueillir son témoignage. Jim était très évasif. Il ne savait pas où était Utah. Ils ont pris sa déposition, une déposition plutôt brève. Il n'a pratiquement rien dit. On lui a demandé de retracer ses faits et gestes le soir au retour de son quart de taxi. Il a dit que Utah était à la maison, qu'il croyait que Utah dormait dans la chambre et, ne voulant pas la réveiller, il avait décidé de fermer les stores et de dormir sur le divan. Puis, il dit avoir entendu Utah, mais ne pas l'avoir vue. Il pense qu'elle s'est réveillée au milieu de l'avant-midi et qu'elle est partie. Il s'est réveillé vers 13 heures. Il est peut-être allé chez sa mère, mais il n'en est pas certain et il ne peut pas dire ce qu'il a fait pour les prochaines 24 heures.
Le détective Campbell découvre, en questionnant le propriétaire de la compagnie de taxi où Walt travaille, que celui-ci ne s'est pas présenté le lendemain de la disparition de Utah. Jim était en service ce soir-là. 25 minutes avant le début de son quart, il a téléphoné au propriétaire du taxi, l'informant qu'il ne pouvait rentrer au travail et qu'il allait ramener la voiture, sans plus d'explication. Un imprévu, quoi. Un autre homme attire aussi l'attention des enquêteurs. La disparue a un mari dont elle est séparée depuis des années. Dieter Heidebrecht est l'ex-conjoint de Utah. En fait, ils se sont séparés, mais ils ne sont pas officiellement divorcés. Leur séparation n'était pas due au fait qu'ils étaient malheureux, ce qui est le cas dans la plupart des séparations. Évidemment, nous voulions examiner cela de plus près. Son ex-mari n'est pas au Canada, mais en voyage en Allemagne. Les enquêteurs devront attendre son retour pour le questionner. Le détective Campbell poursuit son enquête en interrogeant les employés de Walmart qui travaillaient avec elle le soir de sa disparition. Elle ne s'est pas rapportée malade. Elle était bien connue parmi les employés et était toujours à l'heure. De plus, elle s'absentait très, très rarement. Des employés du magasin ont vu Utah se rendre à sa voiture, y monter et sortir du stationnement de Walmart et tourner à gauche en direction des limites de la ville, comme pour se rendre en ville. C'est la dernière fois qu'on a vu Utah. Si elle a quitté Walmart autour de 22 heures, le soir du 7 août, elle aurait dû arriver chez elle vers 22h30, si elle est allée directement à la maison. Les enquêteurs font appel à la communauté pour les aider dans leurs recherches. Par l'entremise des médias, nous avons signalé sa disparition en demandant à toute personne possédant de l'information permettant de localiser Utah Weber de communiquer avec la police à un numéro spécial. Nous avons alors reçu des renseignements auxquels nous avons donné suite. On nous a signalé la présence d'un corps, celui de Utah Weber, dans une baie du lac Sydenham. Nous avons alors dragué le lac à l'aide d'une caméra sous-marine. Entre-temps, les policiers cherchent le véhicule de Utah qui semble avoir disparu avec elle. Un collègue a localisé le véhicule GMC Jimmy 1986 de Utah, à environ 5 pâtés de maison de son domicile, le 15 août. Après avoir rencontré bon nombre de personnes dans le voisinage, nous avons pu établir que le véhicule était garé dans une rue avoisinante avant minuit le soir de la disparition de Utah, soit le 7 août. Le lendemain matin, au lever, ces mêmes personnes ont constaté que le véhicule était maintenant sur la rue College. C'était étrange. On n'avait jamais vu ce véhicule. Ce n'était pas une voiture du quartier. Le véhicule est resté là, sur la rue College, pendant plusieurs jours. Le véhicule est saisi, puis examiné par l'unité médico-légale de la PPO. On a appliqué un liquide connu sous le nom de luminol à l'intérieur du véhicule. Ce liquide réagit, entre autres, à certaines protéines trouvées dans le sang. On peut aussi obtenir une réaction avec des produits à base de chlore comme le Javex. On a constaté certaines réactions. Les enquêteurs veulent déterminer si ces réactions pourraient être du sang. Un de leurs experts procède à un test. Une partie du hayon de la GMC Jimmy de Utah était recouverte de tapis, et je crois qu'il y avait une tache assez importante, assez grande sur le tapis. Monica Sloan, biologiste et spécialiste en ADN au Centre des sciences judiciaires de l'Ontario, analyse les échantillons trouvés au cours de l'enquête. Le test au luminol est classé parmi les tests présomptifs. Cela veut dire que si vous obtenez une réaction positive, la présomption est à l'effet que c'est potentiellement du sang. Ces tests reposent sur une réaction colorée, ou dans le cas du luminol, sur une réaction lumineuse. L'hémoglobine du sang
contenant des substances causant cette coloration. Ces tests sont souvent très sensibles. Une des raisons pour laquelle la police utilise du luminol et d'autres tests similaires tient justement à ce qu'ils sont très sensibles. Cependant, c'est là une arme à deux tranchants. Vous pouvez obtenir des réactions avec des substances imitant votre indicateur. C'est une sorte de compromis. Néanmoins, cela demeure un produit chimique très utile pour trouver des traces de sang lorsqu'il y a de grandes surfaces à couvrir, soit une maison ou une voiture, et lorsque vous cherchez d'infimes quantités de sang, ce qui est le cas lorsqu'on soupçonne que les surfaces ont été nettoyées. Le test de luminol révèle que la tache trouvée à l'arrière du camion de la disparue est bel et bien du sang. Qu'est-il vraiment arrivé à Utah Weber? Que révélera l'analyse du sang trouvé à l'arrière de son camion? Le 7 août 1997, à Kingston, en Ontario, Utah Weber quitte le magasin Walmart où elle travaille vers 22 heures. Plus personne ne l'a revue depuis. Son camion est retrouvé une semaine après sa disparition. Une large tache à l'arrière de son véhicule est possiblement du sang humain. 2 semaines après sa disparition, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour effectuer une fouille approfondie de son appartement. L'équipe médico-légale de la PPO inspecte le logement. Un des membres de l'équipe cherche des traces de sang. Il a pulvérisé du luminol dans tout l'appartement et il a obtenu des réactions dans la cuisine et dans la salle de bain. Ceci lui a fait croire qu'on s'était efforcé de faire disparaître toute trace de sang. On a prélevé des échantillons, on a découpé des morceaux du plancher de la cuisine et on les a expédiés au Centre des sciences judiciaires. Une fois assuré que la poursuite de mes recherches à son domicile ne pouvait compromettre la preuve en aucune façon, je suis allé chez elle et j'ai cherché pour des effets personnels, des valises, des vêtements manquants. Tout ce qui aurait pu indiquer que Utah avait fait ses valises et était parti. Brady Marks m'accompagnait. Et selon elle, rien ne manquait. Tout était là. Son porte-monnaie, son sac à main, tous ses biens. Il ne manquait absolument rien. L'équipe médico-légale rassemble des échantillons à envoyer pour une analyse approfondie. Nous avons expédié bon nombre d'articles. Entre autres, un aspirateur, l'ordinateur. J'ai saisi l'ordinateur et on l'a par la suite envoyé à la GRC à Ottawa pour faire vérifier le disque dur pour toute tentative de vol ou d'oblitération. J'ai saisi les brosses à cheveux de Utah Weber pour les traces d'ADN. Nous allions avoir besoin d'un comparable pour le sang. Les enquêteurs envoient les échantillons qu'ils ont recueillis à Monica Sloan, experte en ADN au Centre des sciences judiciaires. Le premier article soumis dans cette affaire a été la doublure tapissant le hayon d'un véhicule GMC Jimmy, lequel véhicule appartenait à Mme Weber. Plusieurs taches de sang étaient visibles sur cette pièce de plastique tapissée. Et nous avons aussi trouvé bon nombre de paillettes de sang entre les boucles du tapis. À ce moment précis, nous ne savons toujours pas s'il s'agit de sang humain ou animal. Il se pourrait toujours que ce soit le sang des poissons attrapés au cours d'un voyage de pêche. Le test d'ADN indique à Sloan que le sang trouvé sur le tapis est du sang humain et de sexe féminin. Un homme ou une femme. C'est la seule caractéristique physique que je peux identifier par rapport à une personne à partir d'un profil d'ADN généré par les experts en médecine légale. Je ne sais rien par rapport à la taille, la couleur des yeux, la propension à une maladie particulière.
Donc, une fois en possession d'un profil inconnu, il nous faut un point de comparaison. Nous nous référons à ces échantillons de comparaison comme à des échantillons de référence. Ce sont les échantillons connus ayant été recueillis chez un individu. Nous procédons de la même façon que pour les échantillons inconnus. Le profil génétique est établi exactement de la même manière. Il nous reste alors à comparer les deux échantillons et voir s'il y a concordance entre les séquences ADN de l'échantillon de référence et celles de l'échantillon inconnu. Ce cas était particulier. En fait, il présentait un gros problème puisque la personne d'intérêt était introuvable. L'ordre d'utilisation des échantillons est hiérarchisé. En premier, nous utilisons un échantillon prélevé directement sur la personne. Ensuite, nous utilisons un échantillon d'un objet d'usage personnel, un échantillon d'un objet que cette personne et seulement cette personne a utilisé régulièrement. Et c'est ce que nous avons fait dans ce cas-ci. Nous avons utilisé une brosse à dents du domicile de Mme Weber. L'ADN trouvé sur la brosse à dents de Utah et celui du sang à l'arrière de son véhicule sont similaires. Mais les enquêteurs cherchent un moyen de confirmer leur découverte. Toujours en termes d'hiérarchisation des échantillons dont nous pouvons nous servir, nous utilisons ensuite la famille. Par exemple, nous pourrions utiliser les parents de la personne étant potentiellement la source de l'échantillon inconnu. Ou bien, si c'est un trio, un enfant et l'autre parent, dans le but de découvrir le profil de la personne d'intérêt. Donc, toutes les personnes de la lignée maternelle possèdent le même ADN mitochondrial. La mère, ses enfants, sa mère ont tous le même profil ADN mitochondrial. Si vous songez à faire cette sorte d'analyse, alors vous avez besoin de quelqu'un de cette lignée. Les policiers savent que M. Heidebreck est le deuxième mari de Utah. Elle a une fille issue d'un premier mariage qui vit en Allemagne. J'ai donc communiqué avec la fille de Utah, Satu Mutanen, laquelle vit en Allemagne, et je l'ai informée que sa mère était portée disparue et que j'avais besoin d'un échantillon de son ADN et de celui de son père. M. Heidebreck revient de son voyage en Allemagne. Il est toujours suspect dans le cas de Utah Weber. Il soumet des échantillons de son ADN afin de déterminer s'il a joué un rôle dans la disparition de son ex-femme. J'ai interrogé Dieter. D'emblée, il m'a raconté leur relation, comment cela s'était terminé. Il s'est montré très coopératif. Plus tard, il m'a remis tous les renseignements que je lui avais demandés, prouvant qu'il était à l'extérieur du pays, soit en Allemagne, lorsque Utah est disparu. Heidebreck est éliminé comme suspect dans la disparition de son ex-femme. L'analyse de l'ordinateur confisqué de l'appartement de Utah révèle une autre piste. Lorsque j'ai reçu le rapport de l'examen de l'ordinateur, j'ai appris que Utah Weber avait écrit une lettre à une amie demeurant en Allemagne. Dans cette lettre, elle disait que Jim Wall lui volait de l'argent, qu'elle voulait qu'il disparaisse de sa vie, qu'ils allaient se séparer et qu'elle ne lui faisait pas confiance. Jim Wall devient le principal suspect. Les enquêteurs mènent une opération de surveillance sur lui 24 heures sur 24 avec l'aide de la PPO. En premier lieu, nous avons assigné une équipe à plein temps à la filature de Jim Wall. Elle devait le suivre et voir où il allait, qui étaient les personnes qu'il rencontrait, ce qu'il faisait. Cette filature a révélé des choses intéressantes. Il rencontrait souvent et passait beaucoup de temps avec un type que nous avons identifié plus tard comme étant Donald Gaisley. Ils sont allés à une partie de balle. Ils faisaient partie du même club de balle.
Au cours de la filature, nous avons constaté que Wall et Gaisley se parlaient et chuchotaient beaucoup lorsqu'ils étaient seuls. Lorsque j'ai réalisé qui était Donald Gaisley, avec son passé d'activité criminelle, cela n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Donald Gaisley est bien connu de la police de Kingston. Don Gaisley est un criminel de carrière. C'est un délinquant sexuel condamné. Il était sous enquête pour contact sexuel avec de jeunes enfants. Et un enquêteur de mon département s'apprêtait à l'arrêter lorsqu'il est disparu. Et nos recherches pour le retrouver sont restées vaines. La surveillance de Jim Wall continue. Et on découvre qu'il a commencé une relation avec une autre femme. En poursuivant notre enquête, nous avons découvert qu'une femme du nom de Deborah Brooks avait été hospitalisée pour un état dépressif. À sa sortie de l'hôpital, c'est Jim Wall et son taxi qui est allé la chercher pour la ramener chez elle. Ils ont causé un moment. Il connaissait son ex-mari, qui était aussi un chauffeur de taxi. Et ils étaient allés à une soirée dansante. Et il avait dansé avec Deborah Brooks. Lorsqu'il a appris de son ex-mari qu'elle était hospitalisée, il est allé lui rendre visite, lui apporter des cigarettes et a noué une relation avec elle, alors qu'il était à l'hôpital. Les policiers observent que Jim Wall et Deborah Brooks semblent avoir un lien très intime, malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis la disparition de Utah. Ils suivent de près toutes les activités de Wall en quête d'autres indices. Nous l'avons suivi à une bijouterie. Après qu'il eut quitté, nous sommes entrés et nous avons parlé au bijoutier. Les enquêteurs apprennent du bijoutier que Wall veut faire rapetisser la bague qu'il lui a confiée. À ce stade-là, les policiers ne savent pas si cette information est pertinente à leur enquête. Deborah Brooks vient rapidement éclairer la situation. Il était environ 1h du matin lorsque j'ai reçu un appel à la maison. Je me suis rendu au poste et je lui ai parlé jusqu'à vers 7h du matin. Il a commencé à lui raconter sa vie, y compris le fait qu'il avait été en prison pour meurtre. À un moment donné, il l'a fait s'étendre par terre et l'a cloué au plancher pour lui démontrer comment il avait tué ce jeune homme, sa victime. Elle était profondément bouleversée et à partir de ce moment, la relation est devenue trouble. Elle a décidé que cet homme n'était pas une personne avec qui elle voulait entretenir une relation. Elle révèle au détective Campbell que Jim Wall lui a donné une bague. Jim voulait récupérer la bague. Il téléphonait souvent et elle lui répétait qu'il ne voulait pas le voir. Les enquêteurs découvrent que la bague appartient en fait à la disparue. Jim Wall avait donné cette bague à Utah Weber au tout début de leur relation. C'est le seul objet qui manquait à son appartement. C'est Utah Weber qui avait acheté cette bague alors qu'elle l'avait échangée contre un ensemble d'anneaux de mariage que Jim lui avait donné en mai 1997. Alors, si vous faites les liens, on se rend compte que Jim est persuadé que cette relation va se solder par un mariage, ce que Utah rejette. Elle n'est pas intéressée et l'a confié à ses amis en autant de mots. Au lieu de remettre les anneaux à Jim, elle les rapporte chez Walmart, obtient un remboursement et elle s'achète une bague. Le Centre des sciences judiciaires reçoit les échantillons d'ADN de la fille de Utah Weber. Nous avons pu utiliser des échantillons obtenus tant de la fille de la victime que du père de sa fille. Ceci nous a permis de confirmer que le profil d'ADN obtenu de la brosse à dents pouvait être celui de la mère biologique de cet enfant. L'experte en ADN conclut que le sang trouvé à l'arrière du camion est celui de la disparue. Et la quantité de sang retracé était telle qu'il est pratiquement impossible qu'une personne ait pu survivre. Mais il n'y a toujours pas de cadavre et très peu d'autres indices.
Nous avions fait tout ce qu'il était possible de faire. Nous étions dans un cul-de-sac et nous étions bien conscients que sans cadavre, il était pratiquement impossible de porter des accusations. Nous supposions aussi que Donald Gaisley, qui semblait être un grand ami de Jim Wall, était probablement impliqué dans l'affaire. Son dossier démontrait qu'il était très doué pour avoir des démêlés avec la justice. Nous savions que tôt ou tard, il allait se mettre dans le pétrin. Mike Campbell et moi avions parlé de cette éventualité. Il allait se trouver en difficulté et faire du marchandage judiciaire. Est-ce que les intuitions du détective Finnegan deviendront réalité ou est-ce que la disparition de Utah Weber demeurera à tout jamais un mystère? Utah Weber a disparu mystérieusement un soir dans la région de Kingston, en Ontario. Les indices portent les enquêteurs à croire qu'ils ont affaire à un meurtre, même si aucun cadavre n'a été retrouvé. Jim Wall, son copain, est le principal suspect. La police le surveille de près, mais n'a toujours pas de preuves concluantes contre lui. Après 18 mois de travail, les enquêteurs font face à une impasse et retournent à leurs autres fonctions. La disparition de Utah Weber demeure un mystère. Environ 2 ans plus tard, Mike me téléphone et me dit « Tu vas pas le croire, mais je viens de recevoir un appel d'un avocat nommé Steven Zapp. Il représente Don Gaisley. » La police de Kingston avait un mandat d'arrêt pour Don Gaisley sous des accusations d'agression sexuelle. Donc, Gaisley était en fuite et la police à sa recherche. Gaisley, par l'entremise de son avocat, tentait de marchander avec Mike Campbell en disant « Je veux la certitude d'être mis en liberté sous caution face à ces accusations. En échange, je vous donne de l'information sur Jim Wall et Utah Weber. » D'emblée, Mike explique qu'il n'appartient pas à la police de faire ce genre d'entente, que seul le procureur de la Couronne possède ce pouvoir de marchandage. Comme il était peu probable que cela se produise, nous avons renversé les rôles et commencé par le trouver. Sitôt après son arrestation à Ottawa, il a dit « Inspecteur Campbell, je vais tout vous dire, mais ne le laissez pas me faire de mal. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. » Donald Gaisley leur relate des événements qui pointent vers l'implication de Jim Wall dans la disparition de sa copine, Utah Weber. Donald Gaisley a raconté qu'avant la disparition de Utah, Wall s'était renseigné sur l'Ether et sur Quick Start et sur l'effet de Quick Start. Quick Start est un produit d'usage courant utilisé pour le démarrage des voitures. C'est de l'éther et Donald Gaisley lui a dit que l'éther peut rendre une personne inconsciente. Il suffit d'en appliquer quelques instants sur le nez et la bouche. Il a aussi déclaré que Wall s'était débarrassé du Quick Start utilisé pour endormir Utah dans une benne à déchets de l'autre côté du stationnement. Nous avions sa déclaration à l'effet que Wall avait endormi Utah et l'avait tué. Il ne savait pas comment il l'avait tué, mais il savait qu'il l'avait dépecé dans la baignoire. Nous n'avons aucune preuve directe quant à la façon dont son corps a été démembré. Selon Gaisley, il l'a dépecé dans la baignoire et l'a mise dans des sacs à déchets. Je me serais attendu à ce que cette baignoire soit un désastre, peu importe le nettoyage méticuleux qu'elle ait subi. Il nous a raconté être sorti ce soir-là dans le véhicule de Utah Weber. Jim Wall lui a téléphoné à 21h, lui disant de le rencontrer au coin des rues Hillendale et Princess. Il n'a pas donné de raison. Il a pris une pelle, une tuque et des gants, mais ne savait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit à bord du véhicule et que Jim Wall lui dise que Utah était en arrière. Ils ont roulé sur une route mal éclairée jusqu'à un talus rocheux. Ils se sont arrêtés et sont descendus du véhicule. Gaisley s'est alors rendu compte qu'il y avait des sacs à déchets à l'arrière et que Utah Weber avait été démembrée et mise dans ces sacs. Il a aidé Jim Wall à transporter les sacs dans le marécage. Donald Gaisley prétend connaître où se trouve le corps de Utah.
Les enquêteurs obtiennent la permission d'un juge afin que Gaisley puisse sortir de détention et les mener au cadavre de la disparue. 3 jours durant, nous avons parcouru la région de la rue Montréal, de Kingston à Battersea. Donald Gaisley n'était jamais sûr, jamais certain. C'était à se demander s'il disait la vérité. Il commence à se faire tard. Il est 14h ou 14h30 et je commence à en avoir assez. Je me suis rangé sur l'accotement et j'ai coupé le moteur. Gaisley était assis à l'avant, près de moi, et Mike Campbell était à l'arrière. J'ai dit « Ça suffit, j'ai mieux à faire entre autres. Aller retrouver ma famille. Je vais rentrer chez moi et me détendre devant un bon feu de foyer. Et toi, tu vas retourner à la prison d'où tu viens. » Nous allons refaire ce trajet une fois de plus, et si tu ne retrouves pas la mémoire très rapidement, alors le jeu est terminé pour la journée. On y va. Et nous avons repris la route. On aurait pu entendre voler une mouche dans la voiture, puis soudainement il dit « Arrêtez la voiture, cet endroit me dit quelque chose. » Il y avait non pas une entrée, mais un espace suffisant pour y faire reculer un véhicule. Il y avait une barrière en métal, et pourquoi, je ne sais pas, parce que cela menait à un bosquet de cèdres, des roches et à un immense marécage. Nous l'avons laissé aller. Nous avons zigzagué à travers les débris de la tempête de verglas de 1998. Donald, lui, il a marché en ligne droite. Il s'est dirigé directement vers le marécage, enjambant les branches cassées et les troncs d'arbres. Donald a franchi ces débris et s'est arrêté à un endroit. Il a crié « Inspecteur Campbell, inspecteur Finnegan, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé, je crois, que c'est un sac à déchets sous les buissons. » Nous avons poussé la boue et la terre qu'il y avait autour. C'était bien un sac de déchets qui avait été déchiré par les animaux. On pouvait donc le soulever et voir ce qu'il y avait dedans. Pas grand-chose, si ce n'est une petite quantité d'une substance jaunâtre, semblable à du vieux gruau séché, que je sais maintenant être de l'adipocire, une forme ou un état donné de chair décomposée. Pendant que nous examinons ces restes, Mike Campbell m'interpelle. « Pat, viens par ici. » Nous allons le retrouver et il pointe vers le sol et là, juste à la limite de la surface glacée du marécage, il y a un crâne parfaitement intact. Gaisley s'amène derrière moi, voit le crâne, il tombe à genoux et il se met à sangloter en disant « Oh, ce salaud, il n'avait pas le droit de m'impliquer dans cette affaire. » À ce jour, j'en suis encore à me demander s'il jouait la comédie ou s'il était sincère, parce que, voyez-vous, je ne crois pas vraiment qu'il ait une conscience. À mon avis, c'était tout simplement de la comédie, visant à le distancier le plus possible de ce geste horrible auquel il a participé en aidant au transport des restes à cet endroit. Est-ce que le crâne est bel et bien celui de Utah Weber? Est-ce que le sac à déchets contient la preuve que Jim Wall l'a tué? 2 ans après la disparition de Utah Weber, les policiers reçoivent un appel de Donald Gaisley, qui dit savoir où se trouve la dépouille. Donald Gaisley est un criminel bien connu de la police. Il cherche à avoir une réduction de sa peine de prison en échange de sa collaboration avec les enquêteurs. Il les mène à un marécage où il prétend que son bon ami Jim Wall, qui était le copain de Utah, aurait jeté le cadavre de la victime. Les policiers y trouvent un crâne. Ils l'envoient pour analyse dans le but de confirmer qu'il s'agit bien de celui de Utah Weber. Si c'est le cas, ils auront maintenant affaire à un meurtre. Nous savions que Utah avait eu d'importants travaux dentaires et qu'elle avait des amalgames en or. Et là, on voyait l'or brillant au soleil. Je n'oublierai jamais cela. Gaisley nous rappelle aussi que la pelle devrait être là. C'est là qu'il s'en est débarrassé. Puisque nous sommes sur place, autant jeter un coup d'œil. Nous grimpons sur le rebord du talus rocheux. Nous enjambons une clôture et nous arrivons dans un champ. Et elle est là, à quelques centimètres de nous, recouverte par l'herbe. Le soleil frappe le métal et elle a bien l'air d'une pelle qui est là depuis 2 ans. Nous n'avons rien touché. Nous sommes retournés à la voiture et on a fait les appels.
Nous avons fait appel à un policier en uniforme pour venir chercher Gaisley et le ramener à la prison. Puis, l'équipe médico-légale s'est mise de la partie et nous avons poursuivi les recherches pendant 2 jours. Nous avons trouvé 2 autres côtes lors de cette battue. Mais le sac à déchets et le crâne, c'était vraiment tout ce dont on avait besoin. Le crâne a été remis à la section de l'identité judiciaire, où il a été expédié au Centre des sciences judiciaires pour des tests. Puis j'ai réussi à trouver le dentiste de Utah, et j'ai pu obtenir son dossier dentaire, et nous l'avons expédié au centre pour comparaison avec les dents du crâne. La découverte du crâne est la première percée en presque 3 années. Les enquêteurs ont espoir que les os révéleront des preuves supplémentaires. Nous avons besoin d'un spécialiste, d'un professionnel pour nous décrire ce qui a pu arriver au corps s'il y a des os. C'est pourquoi nous avons retenu les services de Kathy Gruspier, un anthropologue de Toronto. Kathy Gruspier est une anthropologue médico-légale qui travaille pour le Centre des sciences judiciaires à Toronto. Un anthropologue médico-légal est versé dans l'étude des restes humains non visiblement identifiables. Les gens croient que nous examinons des restes squelettiques, alors que notre spécialité est d'extraire de l'information qui autrement ne serait pas connue des restes squelettiques humains. Par exemple, le groupe biologique, l'âge, le sexe, la race, la taille d'une personne, alors qu'il ne reste que des os. Croyez-le ou non, en 2000, on en était qu'au tout début de l'anthropologie médico-légale en Ontario. En 2000, la police commença à s'intéresser de plus près à ce qu'un anthropologue médico-légal pouvait faire sur une scène de crime. Et je crois qu'on comptait sur moi pour identifier les os trouvés sur place, car dans cet environnement, il était normal qu'il y ait aussi beaucoup d'ossements d'animaux. Malheureusement, les enquêteurs doivent attendre le dégel du printemps pour continuer la fouille du marécage. C'est très difficile de laisser une scène de crime sans avoir la possibilité de la sécuriser, l'abandonner pour plusieurs mois et laisser la nature faire son œuvre. Mais nous n'avions pas le choix. Le Centre des sciences judiciaires confirme que les informations du dossier dentaire de Utah Weber et du crâne concordent. Les enquêteurs ont finalement assez de preuves pour arrêter leur principal suspect. J'ai procédé à l'arrestation de Jim Wall le 13 janvier 2000, à 17 heures. Arrivé près de la voiture, nous lui avons demandé de sortir. J'ai dit « Jim Wall, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre au 1er degré de Utah Weber. » Les enquêteurs demandent à Kathy Gruspier d'analyser le crâne et les fragments de côte afin de confirmer qu'ils proviennent tous de la même personne. Avec le peu que j'avais, j'ai procédé à une analyse anthropologique afin de déterminer son âge, sa race et son sexe. Normalement, lorsque je travaille sur un squelette, je trouve tout un éventail de traumas ante-mortem, c'est-à-dire avant la mort. Donc, traumas, maladies, et je sais qu'ils sont survenus avant la mort parce qu'il y a des traces de guérison. Je constate aussi, très fréquemment, en particulier sur des squelettes ayant séjourné à l'extérieur, des lésions post-mortem causées par des animaux. Les enquêteurs possèdent désormais le crâne et les fragments de côte de la victime, mais ne savent toujours pas comment elle est décédée. Est-ce que les eaux marécageuses révéleront d'autres indices sur sa mort? 2 ans après la disparition de Utah Weber, les enquêteurs ont identifié des parties de son squelette. Ils attendent avec impatience le dégel printanier pour poursuivre leur fouille du marécage où son crâne a été retrouvé. Jim Wall, le copain de la victime à l'époque, a été arrêté pour son meurtre. Je ne connaissais pas la profondeur du marécage lorsque je suis arrivée sur place. Il marchait dans l'eau, côte à côte, se penchant pour ramasser des choses. Vraiment pas la façon idéale de faire une fouille. Fondamentalement, vous travaillez à l'aveugle. Vous n'avez que vos mains et en avril, l'eau est très froide. Les eaux du marécage sont troubles et les empêchent de faire une recherche exhaustive. L'équipe se concentre sur les buts en attendant de trouver une solution. Je leur ai dit, cherchez là où c'est sec. Un animal ne mange pas dans l'eau et tous les os trouvés étaient dans des lieux secs et plus élevés.
Je sais que les coyotes, tout comme les loups, traînent leur proie jusqu'à 1 kilomètre. Le premier jour, nous avons trouvé de petits monticules d'ossements secs. Nous avions tous les os du bras droit, l'omoplate, l'humérus et les os de l'avant-bras, tout ça le premier jour. Nous étions tous vraiment très excités. Par ailleurs, nous savions qu'il nous fallait un moyen de nous débarrasser de l'eau, car on ne peut tout simplement pas effectuer une fouille si on ne voit rien. Plonger les mains dans l'eau ne fait que déplacer les choses. Les fouilles durent depuis 2 jours. Les enquêteurs décident d'enlever un barrage de castors afin de drainer le marécage et de s'assurer de ne laisser aucune preuve derrière. Nous avons effectué une dernière fouille. Je me suis avancée dans le marécage et j'ai tout de suite trouvé le fémur proximal droit, lequel portait 4 marques d'entaille. Les fouilles du terrain sont complétées après 3 jours. Kathy Gruspier passe à l'analyse des morceaux de squelette qui ont été trouvés. Nous avions le crâne et nous avions aussi 2 fragments de côte, ainsi que l'omoplate droit, l'avant-bras droit, les 2 os du bras droit, l'omoplate gauche et juste la partie supérieure de l'os de la cuisse droite. Tous les os avaient été rongés par des carnivores de petite taille. Je crois que c'était un petit carnivore, donc ça ne pouvait pas être un coyote. Peut-être un chien de ferme, mais on peut habituellement identifier les trous faits par les canines de ces animaux. Et ceux-ci étaient plus petits, alors je pense avoir suggéré dans mon rapport que c'était possiblement un renard. Le fragment du fémur droit exhibe des signes de démembrement et de fracture. Lorsque je travaille sur des cas de démembrement, je prends des mesures, je fais des moulages, je regarde au microscope pour identifier des caractéristiques. Et dans ce cas-ci, elles m'ont permis de conclure que les entailles avaient été faites par une scie et non par une lame droite. Le genre d'entaille et le repositionnement de la scie sur la surface m'ont révélé qu'il s'agissait d'une scie manuelle. L'empreinte des faux départs mesurait 1,1 mm. C'était donc une lame de scie plus mince que la plupart des lames de scie. Elle avait plié, ce qui me laissait croire que la lame utilisée était plutôt fragile. J'ai donné 1 ou 2 exemples de scie ayant des lames minces comme celle-ci et ayant une certaine flexibilité, et j'ai suggéré une scie à métal, mais je ne pouvais affirmer qu'il s'agissait bien d'une scie à métal. Nous ne connaissions pas la cause du décès. Cependant, l'os que nous avons, qui a été démembré et qui a été scié au travers, est celui du haut de la cuisse. Je ne suis pas pathologiste, donc je ne suis pas qualifiée pour déterminer la cause du décès. Cependant, si vous coupez la jambe d'une personne à la hauteur de la cuisse, vous sectionnez l'artère fémorale et la personne meurt. On ne peut savoir si elle était morte ou vivante lorsqu'on lui a scié la jambe. Le fémur est en mauvaise condition et est envoyé aux États-Unis pour une analyse de son ADN mitochondrial. Les enquêteurs veulent s'assurer que le fémur appartient bien à Utah Weber, car les marques de scie trouvées sur l'os prouveront qu'elle a été démembrée. Les avocats de la défense refusaient un exposé selon quoi le fémur était bien celui de Utah Weber. Oui, bien sûr, vous avez son crâne. Nous devons reconnaître son dossier dentaire. Mais qui nous dit que ce fémur n'appartient pas au corps d'une autre personne? C'était leur petit jeu. Le fait est que nous n'avions aucune preuve directe liant Jim Wall au meurtre. Ils ont même présenté un autre scénario au jury, selon lequel c'était Donald Gaisley qui était le meurtrier et Jim Wall simplement un spectateur innocent venu en aide à son ami. Ce serait Donald Gaisley qui serait allé à l'appartement de Utah ce soir-là et l'aurait assassiné, et c'est parce que Jim est son ami qu'il serait venu à son aide. Durant les 6 semaines du procès, Jim Wall n'a pas prononcé un seul mot. Je ne l'ai donc jamais entendu dire « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Utah Weber ». Le procès s'est terminé lorsque le jury a rendu son verdict de coupable du meurtre au premier degré de Utah Weber. Jim Wall a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Jim Wall est trouvé coupable du meurtre de Utah Weber.
mais il garde avec lui le secret de ce qu'il s'est réellement passé le soir du 7 août 1997. Les eaux calmes du terrain marécageux auraient pu être les parfaits complices pour un meurtrier cherchant à se débarrasser d'un cadavre. Mais les animaux habitant les lieux et des enquêteurs persévérants ont forcé l'eau à révéler ses plus profonds secrets. Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Cette histoire se déroule dans la communauté de Cloverdale, en banlieue de Surrey, au sud de Vancouver, en Colombie-Britannique. Un jour, une fillette de 10 ans ne rentre pas à la maison. Des centaines de policiers et de bénévoles se mettent à sa recherche. Sa disparition sera élucidée par un scientifique au sens d'observation particulièrement aigu. 1er octobre 2000, 17h30. Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Surrey reçoit un appel. Un père rapporte la disparition de sa fillette de 10 ans. Elle s'appelle Heather Thomas. Dans les cas de disparition, le temps presse. Les services policiers doivent se mobiliser rapidement. Une battue est organisée autour du domicile du père, avec qui elle est venue passer la fin de semaine. Le caporal Peter Cross de la section des crimes violents de la GRC est l'enquêteur en chef responsable du dossier. Statistiquement parlant, si l'enfant n'est pas retrouvé dans les 3 ou 4 heures, les probabilités sont que nous sommes en présence d'un crime. Peter Cross sait trop bien à quel point les cas d'enlèvement peuvent devenir complexes. L'inspecteur Chris Drotar est affecté à l'enquête. J'étais coordonnateur de dossier. Mon rôle consistait à colliger l'information recueillie par les enquêteurs en cours d'enquête. La classer, la reviser, déterminer les mesures à prendre, établir un plan d'action. En gros, j'avais à gérer le dossier papier. Cet après-midi-là, elle jouait avec quelques-uns de ses amis sur le terrain du complexe d'habitation, en attendant de retourner chez sa mère vers 15h30, 16h. Un des garçons du groupe avait reçu une bicyclette en cadeau, et il la prêtait aux autres enfants du complexe qui l'essayaient chacun leur tour sur la propriété. Ils profitaient de ce bel après-midi ensoleillé. Quand son tour arrive, Heather enfourche la bicyclette et s'élance. On ne l'a pas revue. La recherche de l'enfant s'est avérée infructueuse, mais on a retrouvé la bicyclette qu'elle avait empruntée à l'avant du complexe, à environ 15 mètres de l'artère principale. Ce qui m'a frappé alors, c'est que les roues de la bicyclette tournaient encore. Cela me donnait un cadre temporel de référence. Un événement soudain s'était produit. Lorsque j'arrive sur les lieux, en fin de soirée vers 23h30, j'ai une drôle d'impression. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. On nous a appelés parce que on trouvait que le papa se comportait de façon étrange. Cross et Drotar rencontrent le père de Heather. Les parents ont la garde partagée de Heather. On était dimanche soir et il se préparait à ramener Heather chez sa mère, mais il tardait à rentrer. Son sac était prêt,
Elle l'avait déposé près de la porte d'entrée. Nous avons parlé au père plus d'une heure, repassant tout ce qui s'était passé au cours de l'après-midi, heure par heure, et de la disparition de sa fillette. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'y était pour rien. Le caporal Cross envoie l'inspecteur Jeff Parks rencontrer la mère de Heather. Naturellement, elle était dans tous ses états. Elle était effondrée. C'était vraiment pénible, mais c'était normal. Elle réagissait exactement comme une mère qui vient de perdre son enfant. Les policiers arrivent vite à la conclusion qu'elle n'a aucun lien avec la disparition de sa fillette. Un centre de commandement est déployé près du complexe d'habitation. En l'espace de quelques heures, l'enquête sur la disparition de Heather prend des proportions extraordinaires. Après 12 heures de travail, il nous est apparu qu'il s'agissait possiblement d'un homicide. On a ajouté des ressources à l'équipe. Beaucoup de ressources. À un moment donné, nous étions entre 45 et 50 enquêteurs sur le dossier. Nous avons fait appel au détachement de Surrey pour du personnel additionnel et à la division E des crimes majeurs parce qu'ils possèdent une expertise dans le traitement de l'information obtenue des enfants. Ils ont rencontré et interrogé tous les enfants qui jouaient avec Heather sur le terrain du complexe d'habitation l'après-midi en question, afin de déterminer s'ils avaient eu connaissance de sa disparition. Le complexe d'habitation où loge le père de Heather est examiné sous toutes ses coutures. Les équipes de la GRC ne laissent rien au hasard. Ils ont relevé tous les numéros d'immatriculation des véhicules dans le terrain de stationnement. Le lendemain matin, lundi, nous avons posté des agents sur le terrain et nous avons interrogé tous les propriétaires alors qu'ils quittaient pour aller au travail. Nous ne voulions laisser échapper aucune parcelle de preuve, si petite soit-elle. Essayez d'imaginer le complexe d'habitation. Beaucoup d'enfants. Puis, il y a un tas de monde. De l'autre côté de la rue se trouve le terrain d'exposition où il y avait un marché aux puces ce jour-là. Il y a aussi la piste de course, donc des milliers de personnes. Avec le corps policier qui vient s'y ajouter, c'est vraiment étourdissant. À tout ce va-et-vient, il faut ajouter la présence des médias qui surveillent les fréquences policières et ont au fait de flairer une histoire qui fera les manchettes. L'événement a provoqué une forte couverture médiatique. D'abord sur la côte ouest, puis à travers le pays, pour déborder sur l'Amérique du Nord et finalement s'étendre jusqu'en Europe. Les enquêteurs découvrent tout de suite que la banlieue de Cloverdale est un endroit avec une inquiétante concentration de délinquants sexuels. Il y a toujours des suspects. Nommez-moi un endroit au hasard et je vais vous trouver des suspects. Par exemple, si nous cherchions des délinquants sexuels vivant dans la région de Surrey, nous en trouverions des milliers. Je crois qu'il y avait une soixantaine de délinquants sexuels vivant dans un rayon de 4 pâtés de maison de l'endroit où Heather est disparue ce jour-là. Cross concentre ses efforts dans un rayon de 6 km autour du complexe d'habitation. Il envoie des équipes d'enquêteurs à la recherche de ces 60 suspects. Les recherches pour retrouver la petite Heather prennent de plus en plus d'ampleur. Nous en sommes au 3e jour des recherches. Il y a probablement 6 centres de commandement sur place, dont la police de Vancouver et la police des États-Unis. Des policiers se sont portés volontaires, des équipes canines sont venues à leurs frais. On a eu des chiens pisteurs de Whatcom County aux États-Unis. Au moment le plus fort de la recherche, il y avait pas moins de 1200 volontaires. Peter Cross fait appel à l'équipe de la GRC afin de faire des recherches dans les étangs entre la maison de Heather et le marché aux puces de Cloverdale. Il y a beaucoup d'étangs dans cette région dont plusieurs sont à proximité du domicile de Heather. Alors nous cherchions dans les étangs, croyant que peut-être Heather s'était aventurée de ce côté et était tombée à l'eau. Nous pensions que c'était peut-être ce qui était arrivé. Nous cherchions Heather ou, à défaut de la trouver, tout indice en rapport avec sa disparition. Le caporal Cross et son équipe
sont ensevelis sous une montagne de rapports et d'indices qui doivent tous faire l'objet d'un suivi. On a trouvé des vêtements, des chaussettes, des pantalons, des chemises. Nous avions la description des vêtements que Heather portait ce jour-là, mais personne ne voulait prendre de chance. Devant l'énormité de la tâche à abattre, toutes les personnes impliquées dans la recherche de Heather continuent d'espérer. Les bénévoles, y compris des policiers en congé, continuent d'affluer. Heather a-t-elle été kidnappée par un prédateur sexuel de son quartier? Se pourrait-il que son agresseur soit parmi les centaines de bénévoles qui sont à sa recherche? Le 1er octobre 2000, à 17h30, le détachement de la Gendarmerie royale de Surrey reçoit un appel rapportant la disparition d'une fillette de 10 ans, nommée Heather Thomas. Le voisinage immédiat où elle habite compte pas moins de 60 délinquants sexuels. Après plusieurs jours de recherche, plus de 1200 policiers et bénévoles participent au battu. Le caporal Cross a une connaissance approfondie des cas d'enlèvement d'enfants. Et il sait que l'agresseur agit souvent de manière prévisible afin de brouiller les pistes. Un de ses modus operandi consiste en ce que les enquêteurs appellent le déplacement secondaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le suspect est inquiet par rapport à l'endroit où il a caché le corps, ce qui l'amène à le récupérer et aller le déposer à un autre endroit. Je réfléchis et en vient la conclusion suivante. On arrête les recherches. Et elles étaient vraiment intenses à ce moment-là. Notre théorie est à l'effet que nous avons affaire à quelqu'un qui habite le complexe, ou à quelqu'un de passage au marché aux puces, ou encore à une personne qui connaît bien les lieux. Alors on arrête tout, laissant croire que le dossier est fermé, dans l'espoir que le suspect se sentira suffisamment en confiance pour déplacer le corps. Puis, on relance la recherche. En s'appuyant sur la théorie du déplacement secondaire, les recherches sont interrompues pour quelques jours, puis reprises. Malheureusement, la tactique de Cross échoue. Aucun nouvel indice ne fait surface. Les policiers continuent d'étudier toutes les pistes qu'ils possèdent et elles sont innombrables. Certaines s'avèrent tout à fait inusitées et montrent à quel point la communauté espère que l'on retrouve Heather saine et sauve. Nous allons interroger un délinquant sexuel et il a déjà en main une déclaration écrite qu'il nous remet sur le champ en disant « Je savais que vous alliez venir me voir. J'étais à cet endroit et voici. » Pas tout à fait l'accueil auquel nous sommes habitués. 21 longs jours s'écoulent sans progrès tangible. Puis, un randonneur trouve un corps échoué sur la rive du lac Alouette, dans le parc Golden Ears, à 35 km d'où Heather a été vue pour la dernière fois. Les responsables du parc avertissent la GRC de Maple Ridge, qui a juridiction sur le parc. L'enquêteur Peter Cross et son équipe sont aussi avertis, parce qu'il s'agit du corps d'une fillette d'une dizaine d'années. Nous sommes arrivés au parc au crépuscule. Les barrières étaient déjà fermées et des files de voitures s'allongeaient de chaque côté de la route. Les médias, mais aussi des gens ordinaires, curieux de savoir ce qui était arrivé et s'il s'agissait de Heather. Un sentiment d'angoisse nous étreignait. Devant l'état de la dépouille, les enquêteurs sont en mesure d'estimer la durée de son séjour dans le lac Alouette. Il n'y avait aucun traumatisme apparent, sauf qu'elle semblait avoir été dans l'eau depuis un certain temps. Elle portait encore certains des bijoux que nous avions cherchés. C'est une bien triste fin pour les centaines de volontaires et de policiers qui ont consacré plus de 3 semaines à la recherche de cet enfant. Le corps est transporté au Royal Columbian Hospital pour l'autopsie. Le lendemain, le parc Golden Ears demeure fermé au public et l'enquête suit son cours. On avait abaissé le niveau d'eau du lac. Lorsque le corps de Heather s'est retrouvé dans le lac, le niveau d'eau n'était pas celui que l'on voyait lors de sa découverte. Situé au cœur du parc provincial Golden Ears, le lac Alouette est une étendue d'eau naturelle sur laquelle BC Hydro, le producteur d'électricité de la Colombie-Britannique, a construit un barrage. Le niveau d'eau du lac varie donc considérablement selon la saison et selon la demande en électricité.
En fait, plus de 10 mètres de la plage se trouvaient sous l'eau. Il nous fallait prendre en compte tous les facteurs en découlant. Des hydrologues sont venus nous expliquer les méthodes de calcul à utiliser et nous avons pu établir un plan. Alors, si nous effectuons des recherches sur cette plage, nous devons le faire là où elle aurait pu être. C'est donc comme une aire de plage de 10 mètres qu'il nous fallait aussi examiner. Ils voulaient que l'on effectue une recherche sous l'eau en 2 aires parallèles de chaque côté de l'endroit où le corps a été retrouvé. Nous cherchions tout indice pouvant avoir un lien avec le cas. Ce lac a ceci de particulier que l'eau est claire comme du cristal. Nous avions une visibilité de plus de 8 mètres et nous avons pu effectuer la recherche sur toute l'aire ciblée sans avoir à utiliser le scuba. À quelques mètres de l'endroit où la dépouille a été retrouvée, les plongeurs découvrent une forme sombre. La découverte d'un sac de hockey, le Winwell, dans le lac, s'est avérée d'une importance capitale au cours de l'enquête. On l'a trouvé à environ 20 ou 25 mètres de l'endroit où on a retrouvé Heather. Dans le sac, il y avait des pierres qui avaient servi à le lester. Nous en avons conclu que le sac avait servi à la transporter jusqu'au lac. La fermeture éclair du sac était brisée, celle du dessus. Le sac était donc ouvert sur la moitié ou 3/4 de sa longueur. Le sac n'étant pas adéquatement fermé, je présume que c'est ce qui a permis au corps de s'en échapper et de flotter. Les enquêteurs découvrent d'autres preuves le long de la rive, qui étaient auparavant sous l'eau. Nous avons retrouvé bon nombre d'objets ayant appartenu à Heather. Je me souviens d'un petit bracelet bleu bébé, que nous avons retrouvé sur la rive. Pendant que le travail des enquêteurs bat son plein au lac Alouette, l'autopsie arrive à son terme. Nous n'avons pu déterminer ce qui a causé la mort. Pas de coup évident, pas de blessures ayant pu être causées par un couteau ou par étranglement, ou quelque chose de semblable. Mais il faut prendre en compte l'état de décomposition du corps. C'est le problème classique du corps dans l'eau, ce qui embrouille bien les choses lorsqu'il s'agit de déterminer précisément ce qui est arrivé. Nous avons pris les radiographies, puis nous avons obtenu les radios dentaires du dentiste de Heather. Il était environ 16 heures quand David Sweet a déclaré que la victime était Heather Thomas. Une fois l'identité de la victime confirmée, l'enquête sur la disparition de Heather devient officiellement une enquête criminelle. Jeff Parks s'attarde à l'examen du sac de sport trouvé près du corps de la victime. J'ai constaté la présence de matière végétale dans les pochettes externes du sac et aussi à l'intérieur du sac. Il y avait beaucoup de débris de fougères. Et là, je me suis souvenu de la chevelure de Heather et j'ai réalisé que ce sac de hockey pouvait être relié à Heather de plusieurs façons. Parks cherche un expert capable d'effectuer la comparaison des échantillons. S'adressant aux médias, les enquêteurs annoncent que le corps découvert au lac Alouette est bien celui de Heather Thomas. Cette annonce suscite une piste très intéressante. En regardant les nouvelles à la télé, chez elle, une répartitrice du détachement de Maple Ridge se rappelle le jour de la disparition de Heather parce qu'elle était en service ce jour-là. Elle prend le temps de se rendre au poste et, à travers le brouhaha, elle retrouve le billet. Je me souviens, dit-elle, nous avons eu ce véhicule suspect. Elle est allée retrouver quelques enquêteurs et leur a dit « Vous savez, je crois que ceci va vous intéresser. » J'ai regardé le billet et effectivement, il pouvait s'agir du véhicule suspect vu au parc Golden Ears le jour de la disparition de Heather. D'ailleurs, il s'est avéré qu'un rapport avait été déposé auprès de la police par les agents du parc. Ce qui a éveillé leurs soupçons, c'est que le conducteur portait un capuchon. Il était au volant d'une voiture plutôt spéciale et il conduisait très lentement. Et en octobre, il n'y a pas tellement d'activité dans les parcs provinciaux. Un peu plus tard, ils ont trouvé le véhicule dans le parc, garé le long du chemin, le capot relevé. Puis, ils l'ont vu de nouveau alors qu'il sortait du parc, mais là, il filait à vive allure. Ils ont donc fait rapport à la police. Plus tard, dans le courant de la journée,
L'un d'entre eux s'est souvenu avoir vu la même voiture, même numéro d'immatriculation, à la descente de bateau, aux alentours de midi, le même jour. Les gardes forestiers décrivent le véhicule comme étant une voiture de collection. Il s'agit d'un Chevrolet Impala 1970 et ils ont noté le numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation nous a conduits à une adresse à Vernon. La dame a recherché le permis de conduire de la Colombie-Britannique associé à ce numéro de plaque. Elle s'est exclamée « Mon Dieu !» Mon cœur a presque bondi hors de ma poitrine lorsque j'ai vu apparaître l'adresse. Une adresse se situant dans le complexe d'habitation où Heather était le jour de sa disparition. Elle m'a dit « C'est un sentiment extraordinaire que j'ai ressenti. On avait maintenant un suspect pour le meurtre de Heather. » Fait qui pique la curiosité des policiers, le changement d'adresse apparaissant sur le permis de conduire date du 2 octobre, le lendemain de la disparition de Heather. Se pourrait-il que ce suspect soit le meurtrier de Heather Thomas? Ou s'agit-il tout simplement d'une coïncidence extraordinaire? Le 1er octobre 2000, le détachement de la Gendarmerie royale de Surrey est saisi d'une enquête sur la disparition d'une fillette de 10 ans, Heather Thomas. La municipalité de Cloverdale, où la fillette vit avec son père, fait l'objet d'une recherche sans précédent dans les annales canadiennes. Plus de 1200 bénévoles participent. 21 jours après sa disparition, son corps est retiré des eaux du lac Alouette, dans le parc Golden Ears, à 35 km du lieu où elle a été vue pour la dernière fois. Une répartitrice de la GRC se souvient qu'une voiture suspecte a été rapportée le lendemain de la disparition dans le parc Golden Ears. Les enquêteurs remontent la filière de l'immatriculation du véhicule jusqu'à son propriétaire. À la surprise de tous, le suspect habite le même complexe d'habitation que la victime. J'étais tout excité quand c'est arrivé. C'était vraiment le premier vrai filon qu'on avait dans cette affaire. Ceci étant dit, nous n'avions rien d'autre qu'une voiture dans le parc, mais pour nous, c'était très important parce que, voyez-vous, nous ne croyions pas tellement aux coïncidences. Le suspect s'appelle Shane Ertmode, un travailleur de la construction dans la jeune vingtaine, originaire de Vernon, en Colombie-Britannique. L'enquête s'accélère. Chris Drotar réexamine tous les renseignements recueillis en rapport avec le domicile de Heather. Le nom de Shane Ertmode était apparu à 3 reprises au cours de notre enquête. Une fois, le soir du meurtre comme tel, lorsque nous avons effectué notre première tournée d'enquête. Ce même soir, près de minuit, il a téléphoné à la GRC, déclarant qu'on avait pénétré par effraction dans son domicile au cours de l'après-midi. Le nom d'Ertmode apparaît pour une 3e fois au poste de contrôle établi au complexe d'habitation, quelques heures seulement après la disparition de Heather. Nous constatons qu'Ertmode quitte son domicile autour de 5 heures du matin, ce qui est inhabituel parce qu'il commence à travailler seulement vers 9 heures, je crois. Donc, il quitte très tôt, puis il est repéré par les agents du parc Golden Ears vers 5h45, 6h. Tout laisse croire qu'il a quitté son domicile avec une idée en tête pour retourner au lac Alouette. Le caporal Cross est particulièrement intéressé par le rapport d'un collègue, le caporal Alain Bouchard. J'étais allé la journée après que Heather Thomas a été déclarée manquante. Je suis allé à la résidence, j'ai rencontré M. Ertmode. Bouchard avait été chargé d'enquêter sur un vol par effraction que Shane Ertmode avait signalé à la police. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que l'appartement avait été nettoyé. La balieuse avait été passée sur le tapis. En descendant les marches, je me suis aperçu aussi qu'il y avait de l'équipement de football qui était sur le plancher, comme si un sac avait été vidé. J'ai demandé à ce moment-là à M. Ertmode si il avait volé son sac. Lors de vols par effraction, les malfaiteurs utilisent souvent ce qu'ils trouvent sur place pour transporter leur butin. J'ai regardé partout, je lui ai demandé ce qui avait été volé. Il me dit seulement du cash. Il n'y avait pas absolument rien d'autre, il y avait juste de l'argent qui manquait. À ce moment-là, j'ai regardé possiblement le point d'entrée dans la résidence. Il y avait une fenêtre qui était juste à côté de la porte coulissante.
qu'il y avait ce qui apparaîtrait une empreinte d'une paume sur la fenêtre. J'ai demandé à M. Erdmode s'il y avait d'autres choses de voler. Il m'a dit que non. Je trouvais ça un peu péculier parce qu'il y avait une petite télévision, un vidéo, il y avait une collection de cartes de baseball, de cartes de hockey qui n'avaient pas été touchées. Puis naturellement, ça, c'est des choses qui auraient facilement été volées. Mais c'est le comportement nerveux d'Erdmode qui retient l'attention du caporal Bouchard. Il était à côté de moi, puis il me demandait beaucoup de questions à propos de l'ouvrage que je faisais. Il était toujours à mes côtés, jusqu'au point que j'ai été obligé de lui demander vraiment de se déplacer pour que je prenne mes photographies. Il me laissait jamais tout seul dans aucune partie de la résidence. Il m'a suivi littéralement du temps que j'ai frappé à la porte jusqu'à temps que je sorte de sa résidence. Il a toujours resté avec moi. Intuitivement, Bouchard a documenté plus qu'à l'accoutumée la plainte de vol avec effraction. Son rapport détaillé arrive au bureau de Peter Cross. Concrètement, tout ce que nous savions, c'est qu'un type habitant dans le complexe avait été vu au parc. C'est tout. Pourquoi à une heure aussi matinale? Il devait bien y avoir une explication, mais à part ça, nous n'avions rien. Il est la seule personne sur un nombre astronomique de suspects potentiels. Disons environ 600 personnes qui sont des suspects potentiels. Erdmode est le seul ayant un lien avec Heather Thomas. Je me faisais la réflexion que le seul avantage que nous avions consistait en l'élément de surprise. Il ne fallait pas éveiller ses soupçons. Alors comment faire? Nous devons nous mettre en mode secret. Puis il y a aussi le fait que nous ne savions rien de lui. Alors je me disais, nous avons une personne qui a tué un enfant habitant dans un complexe d'habitation entouré d'enfants. La sécurité publique devient donc un facteur de premier plan. Cross met Erdmode sous surveillance préventive 24 heures sur 24 et les enquêteurs obtiennent un mandat secret leur permettant de perquisitionner son appartement afin d'y recueillir de la preuve. Nous allons saisir son véhicule, nous allons fouiller son domicile, nous allons aussi fouiller le passé de M. Erdmode pour savoir qui il est et s'il a une propension pour ce genre de crime. Une opération clandestine au domicile du suspect est donc organisée. Bien entendu, le caporal Bouchard fait partie de l'équipe, comme il est le seul à avoir été dans l'appartement d'Erdmode. L'équipe médico-légale cherchait des empreintes digitales, des cheveux, des fibres, ses vêtements, peut-être même son ADN si elle avait touché quelque chose. J'ai fait ce qu'on appelle du taping. Le taping, c'est qu'on prend des morceaux de scotch tape, qu'on s'en va sur le tapis, puis on regarde pour des fibres, on regarde pour des cheveux, on regarde pour n'importe quoi qui est tombé peut-être sur le plancher. Nous avons trouvé son coffret aux souvenirs. Il en avait une pleine boîte à chaussures. Il y avait des reçus d'essence, son renouvellement de permis de conduire en date du 2 octobre. Une vraie bénédiction, car nous avions maintenant une photo de l'apparence qu'il avait le jour où nos témoins l'ont vu au parc. Il y avait deux reçus qui étaient très intéressants. Un était un reçu du théâtre Colossus à Langley, où il avait acheté un billet pour aller voir le film L'Exorciste. L'autre, c'était un reçu pour un garage juste en face du Colossus à Langley. La fouille s'avère un succès. Les reçus qu'on y trouve sont la preuve qu'Erdmode tentait de se fabriquer un alibi. Nous avons du bon matériel. Maintenant, nous savons son histoire et nous pouvons anticiper sa réaction. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait et en voici la preuve. Le lendemain, Bouchard se met au travail sur la Chevrolet Impala qui a été remorquée au garage de la gendarmerie à Surrey. On laisse croire à Erdmode que sa voiture a été volée. L'intérieur de la voiture était très propre. Là, j'ai commencé vraiment à prendre la voiture et la démancher en morceaux. J'ai commencé à enlever le tapis, je me suis aperçu que le sous-tapis était complètement mouillé. Si mouillé que quand j'ai pesé dessus, l'eau sortait. Il était complètement saturé d'eau. Je trouvais ça trop haut. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder à travers du véhicule, voir si le véhicule coulait.
Une expérience que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis assis dans la voiture, j'ai demandé à un de mes partenaires de prendre une hose d'eau, puis d'essayer d'arroser la voiture. Je me suis aperçu que la voiture ne coulait pas. Ça, c'était une indication à moi que quelqu'un avait introduit de l'eau dans la voiture pour probablement nettoyer le tapis. On aurait pu croire que l'intérieur de leur voiture avait été lavé avec un nettoyeur à pression. Il s'était donné beaucoup de mal pour nettoyer sa voiture. L'inspecteur Parks a fini par trouver l'expert qu'il cherchait pour effectuer l'analyse comparative des débris de plantes trouvés dans les cheveux de la fillette et dans le sac de sport. Il s'agit du Dr. Ralph Matthews de l'Université Simon Fraser. Il y avait de la matière végétale et du sable dans toutes les pochettes. Dans le compartiment principal, il y avait de grosses brindilles et au fond, il y avait des débris de feuillage verdâtre. Il existe une fougère à feuillage persistant, appelée fougère de Noël, que l'on trouve un peu partout dans la forêt pluviale de la côte, dans le Lower Mainland et dans le parc Golden Ears. Son nom latin est Polystichum manitum. Il y en avait des bribes. Il y avait aussi des fragments de feuilles ressemblant au feuillage typique du framboisier et des brindilles, des fragments de fougère et de la mousse. Il y avait aussi du bois carbonisé et brûlé. La forêt entourant le lac a été coupée il y a environ 80 ans, et on l'oublie, mais c'est une forêt ancienne. C'est une jungle de cèdres. Après la coupe, la forêt a brûlé, donc il y a du charbon un peu partout. Je ne m'attendais pas à trouver des résidus brûlés. C'est comme si quelqu'un avait ramassé quelque chose du sol ou d'un tronc d'arbre brûlé. Le parc Golden Ears a été l'objet des études doctorales du Dr. Matthews. Il est donc tout à fait familier avec la flore qui entoure le lac Alouette. Il a identifié 13 variétés de végétaux, que ce soit des graines, des plantes, des mousses et des herbes. Il nous a dit qu'elles sont toutes présentes dans la forêt entourant le lac Alouette, sauf ce génévrier. Donc, il y en a 13, incluant le génévrier, 12 sont indigènes à la région du lac ou du parc. J'ai dit, bien, c'est bon à savoir, mais c'est comme dans toutes les forêts de la région. Il a repris, non, pas du tout. Les probabilités de trouver 12 plantes différentes coexistant sur une aire aussi exiguë sont infiniment petites. Les enquêteurs vérifient les reçus trouvés à l'appartement de Shane Ertmode. Ils sont tout particulièrement intéressés par le billet de cinéma. Pour des fins de sécurité, il y a 26 caméras de surveillance à l'intérieur du cinéma. Nous sommes donc retournés au cinéma et un de nos agents s'est tapé 12 heures de visionnement des bandes vidéo, ce qui nous a permis de conclure qu'il a bel et bien acheté un billet pour ce film à ce cinéma et nous a aussi permis d'affirmer qu'il n'est jamais entré dans la salle et qu'il n'en est jamais sorti. Il s'est fabriqué 3 alibis distincts. 1. Il a un reçu pour achat d'essence, il fait le plein. 2. Il est au cinéma. Et enfin, le dernier, il n'est pas chez lui et quelqu'un s'introduit dans son appartement. Bien que ces éléments soient de nature circonstancielle, il n'en demeure pas moins qu'il le relie directement au crime. Malgré le poids de la preuve circonstancielle, le caporal Cross et son équipe prendront-ils le risque d'une arrestation sans preuve directe? Suite à la disparition d'une fillette de 10 ans, une enquête sans précédent dans les annales de la justice canadienne se met en branle dans la communauté de Cloverdale, en Colombie-Britannique. 21 jours plus tard, le corps d'une petite fille est repêché des eaux du lac Alouette. La dépouille est identifiée par ses empreintes dentaires. Il s'agit de la petite Heather. Grâce à la vigilance d'agents du parc provincial où son corps a été retrouvé, la GRC retrace le propriétaire d'un véhicule suspect aperçu dans le parc peu après sa disparition. Le suspect, Shane Ertmode, est placé sous surveillance constante pendant qu'une équipe de techniciens en identité judiciaire passe clandestinement son logement au peigne fin. Les enquêteurs mettent la main sur plusieurs éléments de preuve circonstanciels qui confirment tous leurs soupçons. L'arrestation de Shane Ertmode est imminente. Quelques jours après la découverte du corps de Heather, Ertmode quitte son appartement de Cloverdale.
J'ai loué l'appartement pour un certain temps et j'y ai envoyé l'équipe médico-légale. Je leur ai dit, allez-y, l'appartement vous appartient. C'était la même équipe qu'auparavant, mais là, ils avaient le temps d'en faire un examen beaucoup plus approfondi que la première fois. J'ai été capable de trouver une empreinte très petite, qui m'indique que c'était d'une petite personne, soit un enfant ou une personne avec des petites mains. J'ai photographié, prélevé l'empreinte. J'ai été capable de l'envoyer sur notre banque de données. Une des choses qui est malheureuse des enfants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sueur. Ils ne déposent pas beaucoup d'empreintes digitales sur de surface. Le caporal Bouchard et ses collègues passent plusieurs jours dans l'ancien appartement d'Earthmode. Et malheureusement, on n'a pas été capable d'identifier des traces d'ADN qui appartenaient à Heather. Le 3 novembre 2000, 2 semaines après la découverte du corps de Heather Thomas, Peter Cross obtient un mandat d'arrêt contre Shane Earthmode. Il ne manquait pas de volontaires lorsqu'est venu le moment de l'arrêter. Nous avons arrêté la voiture. Je suis allé du côté du passager, j'ai ouvert la portière et j'ai informé Earthmode qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre de Heather Thomas. Ce à quoi il a répliqué « C'est une farce », puis répété « C'est une farce ». Je l'ai tiré de la voiture et répondu « Non, ce n'est pas une farce ». Earthmode est amené au poste de la GRC à Surrey et interrogé. Il est détenu pour la nuit et l'interrogatoire se poursuit le lendemain. Il n'était pas bavard pour les premières 3 ou 4 heures. Puis, soudainement, il a dit « OK, vous m'avez eu ». En bref, voici ce qui s'est passé. Il demande à Heather si elle veut regarder des photos d'oiseaux. Il l'attire dans son appartement. Il entreprend de la déshabiller et il enlève quelques-uns de ses vêtements jusqu'à un certain point. Puis il se met à crier. Je crois qu'il est pris de panique. Il met sa main sur son visage pour l'empêcher de crier. Elle suffoque et meurt. Ce qui peut être éprouvant pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il faut environ 90 secondes, 1 minute et demie, pour tuer quelqu'un de cette façon. Il est dans un état de panique et ne sait trop quoi faire. Il vide le contenu du sac de hockey, place Heather dans le sac et l'emporte. Il place le sac sur la banquette arrière de son véhicule et démarre. Il se rend compte qu'il a besoin d'essence et se dirige vers une station-service. Il planifie alors d'acheter une place pour le cinéma. Il se prépare déjà un alibi. Il se rend à Maple Ridge et se retrouve au parc Golden Ears. Il se débarrasse du corps dans la forêt à environ 4 ou 5 kilomètres à l'intérieur des limites du parc. Il a placé le corps dans un tronc d'arbre creux carbonisé. Puis il a admis avoir réduit en miettes tout ce qu'il avait sous la main pour couvrir et cacher le corps. Des feuilles mortes, des framboisiers, des fougères. Il jetait toute cette matière dans l'arbre creux afin de recouvrir le corps. Earthmode laisse des traces de pneus en bordure de la route, au cas où il devrait revenir pour déplacer le corps. Le lendemain matin, tel que l'avait supposé le caporal Cross, Earthmode retourne dans le parc pour un déplacement secondaire de la victime. Il la place dans la voiture et se dirige vers la descente de bateau. Il dépose le sac qui contient son corps dans le bateau et rame vers un lieu qu'on ne peut voir de la descente de bateau, afin que personne ne puisse le voir lorsqu'il jettera le sac à l'eau. Puis, il se débarrasse du corps. Il y a environ 15 points majeurs de sa confession qui concordent parfaitement avec l'enquête. Il explique complètement et comment la matière végétale s'est retrouvée là, d'accord? Et pourquoi elle était là? C'était vraiment révélateur et personne ne peut faire une fausse confession en apportant des détails aussi précis. Dans sa confession,
Earth Mode précise où il a caché le corps avant de le jeter dans le lac. Jeff Parks et le Dr Matthews se rendent au parc Golden Ears pour y repérer le lieu exact. Si le corps était ici, ça devait être à distance de marche. J'ai passé plusieurs heures à marcher dans la forêt, cherchant soigneusement tout indice pouvant avoir un lien avec ce que j'avais vu dans le sac. Et il a réussi. Il a trouvé exactement l'endroit, le tronc d'arbre creux carbonisé où Earth Mode avait caché le corps de Heather. J'ai trouvé toutes les plantes qu'il y avait dans le sac, sauf une, dans un périmètre de 10 mètres, une petite surface. L'endroit était parfait, une petite cavité cachée à l'arrière d'un tronc d'arbre. Le Dr Matthews identifie 12 des 13 spécimens de plantes trouvées dans le sac de sport à un seul endroit au lac Alouette. La probabilité de trouver ces 12 plantes sur une si petite parcelle, c'est presque un miracle. Mais le Dr Matthews n'arrive pas à expliquer la présence du 13e spécimen. Les deux petits fragments de genévrier, définitivement pas d'une espèce indigène, ne peuvent pas venir du parc Golden Ears parce qu'ils n'y poussent pas. La nature de ce dernier spécimen cache-t-elle la preuve directe de la culpabilité d'Earth Mode? Heather Thomas de Cloverdale, en Colombie-Britannique, est tristement célèbre. La fillette de 10 ans a été l'objet d'une des plus intensives recherches jamais menées au Canada. Ce n'est que 21 jours après sa disparition que son corps est retrouvé dans un lac à 35 km de sa résidence. Une voiture de collection est vue dans le parc le lendemain de la disparition. La diligence d'un agent du parc permet d'en retracer le propriétaire. Le suspect, Shane Earth Mode, habite le même complexe d'habitation que la fillette. Il est placé sous haute surveillance pendant que les enquêteurs accumulent la preuve. Après son arrestation, Earth Mode confesse son meurtre. Suite à des mois de recherche pour localiser l'origine du 13e spécimen de plante trouvé dans le sac de sport, le Dr Matthews est soudainement inspiré par un article d'un journal quotidien. Je me suis dit, quelqu'un portant un sac de hockey passe à travers une haie de genévrier. Cela expliquerait comment de minuscules fragments se soient détachés de l'arbuste sec et cassant et se soient retrouvés dans le sac. Et là, il y a eu un déclic. C'est comme ça que le genévrier s'est retrouvé dans le sac. La fermeture éclair du sac était brisée. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'intérieur. Jeff Parks et moi étions d'accord que cela faisait le lien avec le parc Golden Ears, le sac et le suspect. Plus de 2 ans se sont écoulés lorsque débute le procès du meurtrier de Heather. Le dossier de la couronne repose sur la confession d'Earth Mode et une très vaste preuve circonstancielle. Arrivera-t-on à convaincre le jury qu'Earth Mode est coupable de meurtre au premier degré? Vous présentez un ensemble de circonstances qui font qu'un jury ou un juge croit qu'il n'y a pas d'autre scénario possible de ce qui s'est passé et rien d'autre que des circonstances que vous exposez. Alors, lorsque vous pensez à tous les pièges possibles, en fait, si une pièce du casse-tête est ébranlée, toute la crédibilité du casse-tête s'écroule. Le procès dure 5 mois. Des centaines de pièces à conviction sont produites et examinées, et des douzaines de témoins sont entendus. Le 29 août 2002, les jurés se retirent pour délibérer. On n'attendait pas le verdict avant une journée ou 2, ou peut-être 3. Bien, le jury n'a mis que quelques heures. Il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré. Une sentence à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pour les enquêteurs et les procureurs qui ont œuvré sans relâche sur cette enquête, le moment est aigre-doux. Nous nous sommes rencontrés, les procureurs, Pete, Cross, Jeff Parks. Nous avons dîné ensemble. C'est étrange. Vous savez, d'un côté, on est heureux d'avoir réussi à faire condamner un criminel. Mais pourquoi? D'un autre côté, on est triste. Encore maintenant, lors de l'anniversaire, la couronne retourne au parc et dépose une pierre en souvenir de Heather. Des années plus tard, le caporal Bouchard se rappelle encore un moment précis de cette enquête.
Malheureusement, j'étais jamais capable d'identifier l'empreinte que j'ai trouvée. À ce jour, c'est une des choses qui est un peu triste. Le procureur de la Couronne, à l'époque, avait une fillette de 10 ans ou 11 ans. J'avais aussi une fillette du même âge. Nous étions tous les deux des pères monoparentaux. C'est le genre de cas qui vous colle à la peau, que l'on n'oublie pas, et lorsqu'on s'est donné de l'accolade à la fin, l'émotion était palpable. La vie d'une innocente fillette a été volée, mais les eaux du lac Alouette ont refusé d'être complices de ce meurtre ignoble. La mémoire de Heather Thomas demeure bien vivante dans l'esprit de Peter Cross et des centaines de personnes que sa fin tragique a bouleversées.